Comment fait-on pour passer un métro sous la Seine? Imaginez, vous êtes en 1905, les gens portent des chapeaux et les transports, c'est des chevaux. Comment on fait pour creuser sous un fleuve sans la technologie d'aujourd'hui? Même très profondément, il y a le risque que tout s'effondre et que les ouvriers, qui creusent tout à la pioche, soient tous noyés. Alors oui, on aurait pu faire des ponts, sauf que personne n'en voulait. Ça limitait le passage des bateaux. Près de Notre-Dame, un train qui passe en hauteur, c'est pas top. Et surtout, ça gênait l'Académie française. Tout ce bruit pendant leur lecture, ah non hein. On a donc eu l'idée de construire des tunnels à submerger. On a monté directement sur la Seine, sur des bateaux. Une fois coulés, il fallait pouvoir les installer en profondeur. Et c'est là que ça devient fou. Vous voyez la petite cavité en dessous du tunnel? Eh bien, en la vidant de son eau et en la remplissant d'air à très haute pression, l'eau et la boue autour ne s'infiltrent plus. On peut donc y envoyer des ouvriers qui vont creuser le sol en dessous et faire descendre petit à petit le tunnel au fond de la terre. Ça a l'air de marcher, sauf que cet endroit était l'enfer sur Terre. Les ouvriers bossaient en milieu hyperbare. La pression était si intense qu'ils ne pouvaient y travailler que très peu de temps. Ils devaient vite remonter à la surface, tout en respectant les paliers de décompression. Mais surtout, s'il y a une fuite d'air comprimé, ce qu'on appelle un renard, c'est comme être dans un avion où tu brises la vitre. T'as un énorme appel d'air, mais sous la terre. C'est ce qui s'est passé pour 5 ouvriers aspirés à jamais dans les boues en dessous de la Seine. Ils n'ont jamais été retrouvés, et quand vous prenez la ligne 4, sous vos pieds, il y a des ouvriers encore là, dans les vases. Le jour où le métro a failli disparaître. Si aujourd'hui le métro nous paraît comme une évidence, de nombreuses fois dans l'histoire, non. Certains ont voulu le supprimer. À ses débuts déjà, il était très critiqué par les politiques et les milieux d'affaires. Les trains et les omnibus y voyaient une concurrence déloyale. La mairie de Paris ne voulait pas que les gens aillent habiter en dehors de la ville pour esquiver les taxes. Les docteurs pensaient qu'on allait remonter des maladies des sous-sols. Et les restaurateurs s'inquiétaient que Paris puisse être complètement déserté. C'est rigolo de lire à quel point ils avaient tort. Sans ces batailles de lobby, Paris aurait pu être la première ville à avoir eu son métro. Or, on construit le métro avec presque 40 ans de retard sur les autres grandes villes du monde. Des dizaines d'inventeurs avaient pourtant proposé l'idée bien en avance. Bon ok, parfois c'était un peu farfelu comme ce projet de métro aérien. À Paris pourtant, on pensait encore que ça allait échouer, que personne n'irait s'enterrer dans ces catacombes, ces nécropolitains. Sauf que voilà, Paris avec les Jeux Olympiques et l'exposition universelle, c'était tellement le bordel, qu'on l'a fait quand même. Et le mec qui va s'en occuper, c'est Fulgence Bienvenue. Un vrai pirate ce garçon. Plus jeune, un train lui a coupé le bras, mais non, lui, sa vie, c'est quand même les trains. Et ça sera lui le papa du métro. Les travaux commencent et Paris va être défiguré pendant des mois. Des trous béants partout dans la ville. La circulation complètement bloquée, des commerçants exaspérés. Enfin, 1900, c'est le grand jour, l'ouverture. Bon y a pas grand monde, les politiques ne se déplacent même pas. Pourtant ces jours-là, une vague de chaleur s'abat sur Paris et on va se réfugier au frais sous terre. En 5 mois, c'est 4 millions de passagers, un succès total. Mais voilà, 3 catastrophes vont frapper le métro à ses débuts et gravement entacher sa viabilité. La première, c'est 3 ans après l'ouverture. À l'époque, les rames de métro sont en bois et avec toute l'installation électrique, vous imaginez bien tout ce qui peut se passer. Une rame a pris feu à la station Couronne. Mais vous savez le pire, c'est que malgré les flammes et la fumée, personne ne voulait sortir. Pour de vrai, les gens ne voulaient pas sortir avant de se faire rembourser le ticket. Résultat, près d'une centaine de gens capotent et une opinion publique terrifiée. La deuxième catastrophe, c'est 7 ans après, pendant la grande crue de Paris. Les photos parlent d'elles-mêmes. Les tunnels sont complètement inondés, on ne peut y circuler qu'en bateau. Partout dans Paris, le sol et les tunnels s'écroulent. La troisième catastrophe, c'est finalement la guerre qui va finir de détruire certaines parties du métro. La dernière difficulté découlera de tout ça, la faillite. Parce que oui, le métro à la base, c'est des entreprises privées. Les tunnels et les trains étaient en partie financés par les milliardaires de l'époque. S'affrontaient alors 2 entreprises de métro concurrentes, la CMP et la Nord-Sud. Les noms étaient pas ouf. Elles se sont faites la guerre des lignes pendant 50 ans. Mais pourquoi ont-elles disparu? Déjà, c'était pas pratique, les deux refusant de faire des correspondances à tarif unique. Mais ce qui met un coup de grâce, c'est la guerre. Il y avait plus d'argent dans les caisses, du coup, l'État nationalise tout en 1948 et les deux sociétés deviennent la RATP. Des trains
traces de ces anciennes compagnies n'ont pas totalement disparu. Pour ça, il suffit de regarder les panneaux. Si vous voyez ce petit NS dans un cadre vert ou marron, vous êtes dans une ancienne station nord-sud. Pourquoi le métro est-il si lent ? Un métro moderne comme celui de la ligne 14 peut théoriquement aller jusqu'à 70 km/h. Dans les faits, sur les lignes 2 et 4, le métro roule à 20 km/h. Les métros vont moins vite que des vélos. Pour comprendre la raison, faut regarder les cartes du métro. Pas celles de la RATP, elles sont fausses. La vraie carte du métro, on l'a retrouvée. Et matez-moi ce bordel! Des courbes qui obligent limite les rames à drifter. Trop rapide, ce serait le déraillage assuré. Le métro a une longue histoire et on en paye encore aujourd'hui les erreurs. Par des volontés politiques, on a parfois détourné les lignes de métro pour ne pas qu'elles passent, par exemple, en dessous du bâtiment d'une personnalité influente. Les métros aériens eux-mêmes ne peuvent pas aller trop vite pour limiter les nuisances sonores du voisinage. Mais la vraie raison principale, c'est que pendant longtemps, le métro était en concurrence féroce avec les bus. Ce qui fait que les stations de métro ont été construites les plus proches possibles l'une de l'autre. Voyez donc, il y a 302 stations pour un si petit territoire. Aucun Parisien n'est à moins de 400 mètres d'une entrée. C'est unique au monde. Les pires idées du métro. J'ai un sacré paquet d'anecdotes rigolotes sur le métro. Par exemple, ce bon vieux RER. À la base, ça s'appelait le métro express régional, qui reliant Défense et Étoile a failli donner l'acronyme MERDE. Ouais, c'est pas top. Dans les mauvaises idées, sachez-le, il a existé une première classe dans le métro. Genre des rames pour séparer les gueux de l'élite. Et c'est pas si vieux, ça existait encore jusqu'en 1991. Les fameux wagons jaunes. Ils étaient plus confortables et surtout mieux protégés contre les accidents, évidemment. Autre idée catastrophique, ce foutu lapin qui aime bien foutre ses doigts dans les portes. Eh bien sachez qu'il a un nom, il s'appelle Serge, et il est né dans les années 70 avec une grosse phase de recherche de style. Moins rigolo, sachez qu'à une époque on n'attendait pas sur les quais comme aujourd'hui, mais dans les escaliers. Genre une porte pouvait se fermer devant toi. Une idée nulle, car s'il y a un mouvement de panique, vous imaginez la catastrophe. Bon bah c'est ce qui s'est passé à la station Bolivar en 1918, 60 personnes ont fini comme des crêpes. À l'époque d'ailleurs, il n'y avait pas de portique automatique, il fallait passer par un poinçonneur, un mec qui faisait des trous dans ton ticket. Et ces gens étaient connus comme les êtres les plus détestables sur Terre. Si tu faisais tomber ton ticket, ou s'il était dans le mauvais sens, tu te faisais allumer. En parlant de gens qu'on n'aime pas trop, parlons des contrôleurs. Sachez qu'il y a des lois dans le métro, et certaines sont ultra teubées. Genre, vous pouvez prendre 60 € d'amende parce que vous prenez un couloir en contresens. Genre, tu peux marcher dans une direction, mais pas dans l'autre. C'est pas bien indiqué, et ils n'ont aucune pitié pour les touristes qui se font prendre. Les vélos sont interdits, sauf sur la ligne 1, le dimanche, de 5h à 16h. C'est précis. Pour transporter un gros chien, avant c'était interdit, maintenant tu peux mais tu dois acheter un ticket tarif réduit, sinon c'est 60 € d'amende. Tu peux pas non plus faire de la musique librement, genre jouer le lac du Connemara à l'accordéon, non. Il faut obtenir sa place en passant un casting. Ouais, il y a des castings pour musiciens qui souhaitent jouer dans le métro. Mais bon, parfois ce qui paraît être de mauvaises idées sont en fait nécessaires. Si le métro à Châtelet ressemble autant à un labyrinthe, c'est pour briser de possibles mouvements de foule. Éviter que les gens ne courent tous dans la même direction et s'écrasent.